d'envoi de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale ce jour. La loi de finances initiale 2015 et les propositions de loi concernant le découpage territorial seront au centre des discussions. La question de motion de censure a également circulé dans les couloirs. Chaleur insupportable dans la ville d'Antananarivo. La vente de jus de fruits connaît un boom spectaculaire de 150% du chiffre d'affaires. L'État n'arrive plus à contrôler les normes de qualité des produits alimentaires vendus presque partout dans la ville. Christophe de Margerie, le PDG de Total, est décédé hier soir dans un crash d'avion près de Moscou. Il restera comme l'un des patrons les plus influents en France qui a tenté d'humaniser l'un des groupes les plus critiqués du pays. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal sur Cool TV. La motion de censure sera-t-elle effective ou pas? D'après les informations reçues au sein de l'Assemblée nationale, près de 90 signatures ont été collectées. Comme toujours, le Premier ministre Kool Roger continue d'affirmer qu'il n'y a pas eu vent de projet de motion de censure, alors que le lobbying des parlementaires a déjà réussi à atteindre le quorum. Reportage. Coup d'envoi de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale ce jour. La loi de finances initiale 2015 et les propositions de loi concernant le découpage territorial seront au centre des discussions. La question de motion de censure a également circulé dans les couloirs. Près de 90 députés ont déjà signé leur adhésion au projet. L'ambiance parlementaire sera chaude. Le président de l'Assemblée nationale, Jean-Max Rakut-Mahmoud, l'a confirmé. Quant au Premier ministre Kool Roger, il nie l'existence d'un projet de motion de censure et déclare contre l'évidence qu'il n'en a jamais entendu parler. Le questeur Cité Nadjana Soulniek a présidé une réunion à huis clos. L'ordre du jour, motion de censure. Et toujours dans cette page politique, guerre interne au sein de la HVM, le parti présidentiel. Les députés élus dans leur circonscription comme indépendants ont montré ce jour leur vrai visage. Certains se sont démasqués comme des pions du pouvoir, d'autres comme fidèles à leurs principes et non inféodation. Des parlementaires ont affirmé ce jour que le parti HVM reste uni et solidaire. Des élus comme Cité Nadjana Soulniek confirment haut et fort sa démission et avertit que beaucoup vont suivre. Quoi qu'il en soit, la crédibilité du parti du pouvoir est sérieusement écornée. Un reportage. L'implosion du groupe parlementaire HVM a été la grosse actualité de la semaine passée. Observateurs et journalistes suivront de très près l'évolution de la situation politique lors de cette seconde session ordinaire du parlementaire. Beaucoup ont déjà annoncé qu'ils quittent le groupe parlementaire HVM. Jusqu'ici, tout reste au stade des rumeurs et beaucoup de démissions n'ont été confirmées officiellement, informe le président du groupe parlementaire HVM. Le premier questeur Cité Nadjana Soulniek s'est enflammé et déclare qu'il a déposé personnellement sa lettre de démission. Il a qualifié les déclarations du président du groupe HVM de diffamation. Le groupe HVM est en pleine zone de turbulence sur la trentaine de membres, chiffre annoncé par leur président. Une dizaine ont été aux abonnés absents lors de la conférence de presse donnée par le groupe HVM, ce qui conforme bel et bien des défections au niveau des indépendants. Le PND, ou Plan national de développement, sera budgétisé et adopté avant la fin de l'année. Les bailleurs de fonds et partenaires de l'État conditionnent leurs aides à son effectivité. Et lors d'une grande réunion présidée par le président de la République au Palais Diavelou, le représentant de la Banque mondiale affirme que le retour de Marc Ravalomanana n'affecte en rien ses projets de financement pour Madagascar. Par ailleurs, le Premier ministre ajoute que rien n'empêche de s'avancer vers la réconciliation nationale. Les détails. Le PND, ou Plan national de développement, sera rendu public 10 jours. Il portera les besoins chiffrés de Madagascar en termes de financement étranger.
Tenue à Yavlou la veille de l'ouverture de la seconde session ordinaire du Parlement, la réunion apporte un coup de pouce au gouvernement fragilisé de Coolroger. La confiance des bailleurs de fonds a toujours fait partie des arguments de la politique politicienne en période de crise. Le général Erlin Travé-Loarson, ministre de l'économie, l'a confirmé hier. La confiance des partenaires règne, proclame-t-il. Parmi les points évoqués lors de la réunion figure la situation politique. Le gouvernement s'est montré rassurant, le pays est calme et la situation permet l'investissement. L'évolution politique n'affecte pas les relations avec les bailleurs de fonds. Le Premier ministre espère que les robinets vont bientôt s'ouvrir après cette réunion de grande explication sur le PND. Coolroger minimise le retour de Mark Ravalomanen dans le processus de réconciliation, ce ne serait qu'un élément parmi d'autres. Coïncidence ou option stratégique, tenue la veille de la seconde session de l'Assemblée nationale, n'est ni fortuite ni le fait des hasards du calendrier. Le gouvernement s'est créé une opportunité pour améliorer son image auprès de l'opinion. Et ses échecs en série et sa faillite politique portent atteinte à l'image du président de la République. Dans une conjoncture sur laquelle plane une motion de censure, le gouvernement va traverser une période difficile. La session parlementaire sera pour le gouvernement une question de vie ou de mort. Il a essayé hier de démontrer qu'il bénéficie toujours de la confiance des bailleurs de fonds. Et la grogne monte à Antananarivo sur la recrudescence des coupures intempestives de courant électrique. L'État semble impuissant à trouver une solution au délestage. Après une certaine accalmie au début du mois d'octobre, le phénomène reprend de plus belle. La solution mise en œuvre par le ministère des Finances n'aura été que provisoire. Il a payé les dettes les plus criantes des fournisseurs de carburant. Cela n'a suffi que moins d'un mois pour les centrales thermiques. Plusieurs sources affirment que par le biais du délestage, la Jirama est devenue un instrument politique. Reportage. L'insuffisance de budget n'est pas la cause principale de la persistance du délestage. Selon des sources proches du ministère des Finances et du Budget, l'État malgache investira bientôt 140 millions de dollars pour l'achat de 2 avions pour la Société nationale Air Madagascar. Les fournitures et matériels utilisés par les ministères ont également connu une hausse de 15%, ce qui veut dire qu'en cas de besoin ou de nécessité, le budget de l'État peut toujours être modulé. L'augmentation de la production énergétique devrait ainsi bénéficier de la pratique. Actuellement, le délestage sévit presque tous les jours dans la ville d'Antananarivo. D'après nos investigations, toutes les turbines ne fonctionnent pas en totalité, faute de moyens. Quelle est la raison pour laquelle le ministère des Finances et du Budget ne débloque pas des fonds pour mettre fin à un problème prioritaire de toute évidence ? Il est pourtant certain que le retour des financements des bailleurs de fonds renflouera les caisses de l'État à moyen sinon à court terme. L'attitude du ministère des Finances et du Budget est sujette à interrogation, sinon à suspicion légitime. C'est le département le plus opaque en matière d'information. Depuis hier, aucun responsable n'a accepté de recevoir nos journalistes. Le délestage est-il devenu un instrument politique ? À titre de rappel, le ministre des Finances et du Budget est un des bras droits du président de la République, Eradzonar Mapian. Ce dernier, qui a également été à la tête de ce ministère, a su trouver des solutions au délestage. Pourquoi la question se retrouve-t-elle au milieu d'une grande polémique ? Si la situation persiste, le ministre Razafndavoun Jean risque de figurer photo à l'appui dans la liste des ministres jugés les plus nuisibles et indésirables. Chaleur insupportable dans la ville d'Antananarivo. La vente de jus de fruits connaît un boom spectaculaire de 150% du chiffre d'affaires. L'État n'arrive plus donc à contrôler les normes de qualité des produits alimentaires vendus presque partout dans la ville. Pour le commerce du jus naturel artisanal, seules les petites entreprises autorisées par le ministère de la Santé sont habilitées à l'exercer. Une mesure qui n'est prise en compte par aucun vendeur. Reportage. Les vendeurs de jus envahissent tous les trottoirs, les coins et recoins de la ville d'Antananarivo. La majorité des clients ne se préoccupent pas de la qualité, pressés par la soif de fraîcheur. Si auparavant, le chiffre d'affaires d'un vendeur de jus à Analakil était de 28 000 arrières par jour, actuellement, il atteint largement plus du triple, 60 000 arrières par jour, soit une hausse de 150%. Un mois et demi de température accablante et les vendeurs de jus envahissent les rues et trottoirs de la capitale. Tout le monde dans le jus naturel. Seule la confiance entre le client et le vendeur conditionne le réflexe d'achat.
Il n'y a aucun souci ni de contrôle de qualité. Comme tous les produits alimentaires, la loi impose au commerce de jus naturels de fruits le régime d'autorisation préalable. De plus, si tous ces petits commerces sont considérés comme des petites entreprises, aucun ne paye ni patente ni taxes et cela dure depuis des dizaines d'années. Aucun contrôle n'est effectué. 80% de vendeurs de jus ne disposent pas de certificat de consommabilité délivré par le ministère de la Santé. Seuls quelques grands restaurants de la ville en ont, affirme le biologiste Ramamundson Édouard Delphin, l'agence de contrôle de la sécurité sanitaire et de qualité des denrées alimentaires. Presque toutes les rues d'Antananarivo, la vente de jus naturel est devenue un secteur informel florissant durant les 6 dernières années. Jusqu'ici alors, si des maladies surviennent après la consommation de jus naturel dans les rues, aucune plainte n'aboutit. D'après des sources, le ministère de la Santé prépare actuellement un texte pour normaliser la filière. Le concours d'État pour le recrutement de 30 nouveaux inspecteurs des postes se déroulera les 30 et 31 octobre prochains. Le nombre de candidats inscrits est arrêté au nombre de 903, dont 30 seront recrutés au niveau des postes. Le concours se déroulera donc dans la grande île de Madagascar. Le partenariat avec le Bureau indépendant luttant contre la corruption, ou Bianco, a été renforcé. Seuls 3,5% des candidats seront recrutés cette année. Le taux de la corruption pourrait augmenter, affirme Njemfid Jean-Louis, directeur général du Bianco. La 3e édition du partenariat avec le Bianco a été signée hier à Limatep Ivanji. Et on passe aux actualités internationales. C'est la mort de l'un des plus influents patrons français, Christophe de Margerie, PDG de Total, est décédé hier soir alors qu'il s'apprêtait à quitter la Russie pour revenir en France. Son avion s'est écrasé à l'aéroport de Vnukovo, près de Moscou, après une collision avec un engin de déneigement. Reportage de France 24. Les équipes de secours se pressent autour de la carcasse de l'avion. Quelques minutes seulement après l'accident, en vain, les 3 membres d'équipage et l'unique passager, Christophe de Margerie, sont morts dans le crash du Falcon 50. Il est un peu moins de minuit à l'aéroport de Vnukovo. Le jet privé du patron de Total s'apprête à décoller pour rejoindre Paris quand son train d'atterrissage heurte un engin de déneigement qui se trouve sur la piste. Le petit avion se brise et s'enflamme aussitôt. Hier soir, la visibilité était très mauvaise dans le petit aéroport d'affaires situé à une trentaine de kilomètres de Moscou. Mais la météo, à elle seule, ne peut expliquer le drame, selon les enquêteurs russes. Il y a différentes pistes pour expliquer la cause de l'accident. Une erreur des aiguilleurs du ciel ou une action du conducteur de la déneigeuse. D'autres options sont étudiées, comme les conditions météorologiques ou une erreur des pilotes. Nous avons pu constater que le conducteur de la déneigeuse était en état d'ivresse au moment de l'accident. Le conducteur de la déneigeuse indemne a été longuement interrogé cette nuit par la police russe. 3 enquêteurs français du bureau Enquête et Analyse doivent arriver sur place dans la journée pour participer à l'enquête menée par les Russes. Parallèlement, le parquet de Paris a ouvert une information judiciaire pour homicide involontaire. Un mois après avoir été reconnu coupable d'homicide involontaire par la justice de Pretoria, Oscar Pistorius s'est vu notifier sa sentence aujourd'hui. L'athlète paralympique va devoir passer 5 ans en prison pour avoir tué sa petite amie Riva Steenkamp le 14 février 2013. Il a en outre écopé de 3 ans de prison avec sursis pour usage d'armes à feu. C'est toujours un reportage de France 24. Il a écouté le verdict sans ciller. 7 mois après le début d'un procès fleuve, Oscar Pistorius, reconnu coupable d'homicide involontaire, est désormais fixé sur son sort. Ce qui va suivre est ce que je considère comme une sentence juste pour la société ainsi que pour l'accusé. Premier chef d'accusation, homicide involontaire. La sentence imposée est une peine maximale de 5 ans de prison. Le parquet avait requis le double, 10 ans de prison vendredi dernier. Une peine pas appropriée pour la juge. Pistorius écope également de 3 ans de prison avec sursis pour avoir tiré par erreur en manipulant une arme à feu dans un restaurant plusieurs semaines avant de tuer sa petite amie. Dans les faits, Oscar Pistorius pourrait rester quelques mois seulement derrière les barreaux avant d'être assigné à résidence.
Nous acceptons le jugement. Oscar va saisir cette opportunité pour rendre à la société. Pour les parents de Reeva Steenkamp, justice a été rendue. Ça ne fait rien, il va payer quand même. Oui, nous sommes satisfaits. Le parquet n'a pas encore annoncé s'il ferait appel ou pas. Après l'audience, Pistorius a été conduit immédiatement dans une cellule du palais de justice avant d'être transféré en prison. Et ne ratez pas votre série Mistresses juste après ce journal, suivi toujours de 2 films, The Squatters et Elevator. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. On se retrouve demain à 20h45. Excellente suite de programme sur Cool TV. Au revoir.